Le 27 janvier 2025, dans le silence feutré d'un hôpital parisien, un vieil homme au regard malicieux s'éteint. Les journaux titreront sobrement « André Santini, 84 ans, figure de la politique française, est mort ». On verra quelques images d'archives, un sourire, une blague, un ruban tricolore, et puis on passera à autre chose. Mais ce que ces images ne disent pas, c'est que cet homme qui semblait fait pour les estrades et les micros a grandi dans un Paris où, enfant, il se sentait de trop, invisible. Un gamin discret qui bégaye en classe, qui rougit quand il prend la parole. Comment ce garçon timide, né le 20 octobre 1940 dans une ville en guerre, est-il devenu l'un des maires les plus influents de France? Un stratège capable de tenir tête à des ministres, à des géants de l'immobilier, et à un rival prêt à tout pour le faire tomber, coûte que coûte, avant une date fatidique inscrite en rouge dans tous les agendas le jour de l'élection municipale? Dans le Paris occupé de 1940, les sirènes d'alerte résonnent plus souvent que les rires des enfants. André naît dans ce décor de peur et de rationnement. Les souvenirs qu'il garde de la petite enfance sont flous, mais ils ont tous la même couleur. Le gris des façades noircies par la fumée, le gris des vêtements rapiécés, le gris du ciel d'hiver au-dessus de la Seine qui charrie des eaux boueuses. À la maison, on ne roule pas sur l'or. On compte les pièces, on recycle, on économise. Chaque cahier d'école, chaque paire de chaussures, chaque ticket de métro est une petite victoire. Mais il y a deux choses dont on ne manque jamais: les livres et les conversations politiques. Le soir, autour de la table, on parle de la France, de la République, des injustices. On évoque la guerre qui vient de se terminer, les espoirs déçus, les promesses de reconstruction. Les adultes s'enflamment, ils s'interrompent, ils s'indignent. André, lui, écoute, il ne dit rien, mais il enregistre tout. À l'école, ce n'est pas le plus fort en sport, ni le plus populaire. Il est celui qui reste un peu en retrait, mais qui a toujours un carnet dans la poche. Il aime les mots. Il aime surtout la façon dont certains mots peuvent changer l'ambiance d'une pièce. Une phrase bien trouvée déclenche un fou rire, une autre glace tout le monde. Il observe avec fascination ces petites explosions invisibles que provoque le langage. Un jour, un instituteur le surprend en train d'imiter, dans la cour, la gestuelle d'un grand orateur entendu à la radio, les bras ouverts, la voix grave, les pauses calculées comme s'il s'adressait à une foule invisible. Quand André s'en rend compte, il s'interrompt, rouge de honte. Mais l'instituteur s'approche et lui murmure, à mi-voix, « Tu sais, avec cette énergie-là, un jour, tu pourrais très bien finir à l'Assemblée nationale. » La phrase le fait rire. Lui, en politique, impossible. Il ne s'aime pas en public, il a peur de se tromper, de bafouiller. Et puis, dans sa tête, les hommes politiques sont des statues de marbre, des silhouettes inaccessibles dans des costumes impeccables, loin du métro bondé et des fins de mois difficiles. L'adolescence arrive et, avec elle, l'envie de comprendre le monde. Il se plonge dans l'histoire, le droit, la philosophie. Il découvre que derrière chaque grande décision, derrière chaque réforme, il y a des luttes, des compromis, des batailles d'ego. Ce n'est pas un univers lisse, c'est un champ de bataille permanent. Et là, quelque chose s'allume en lui. Ce champ de bataille, il le connaît déjà, à sa manière. Il l'a vécu dans les couloirs étroits de l'école, dans les quartiers populaires, où il faut se battre pour trouver sa place, pour ne pas se laisser écraser par plus fort, plus riche, plus bruyant. À la fin des années 1950 et au début des années 1960, Paris change. Les 30 Glorieuses transforment le pays. Les grues envahissent le ciel, les banlieues se hérissent d'immeubles. André, lui, enchaîne les études, le droit, les sciences politiques, puis les grandes institutions de la République. Il n'a pas le nom qui ouvre toutes les portes, ni le réseau des grandes familles bourgeoises, mais il a deux armes, le travail acharné et ce mélange unique d'ironie et de sérieux qui déjà désarçonne les gens. Dans les amphithéâtres, il y a ceux qui déclament, déjà sûrs de leur avenir ministériel, et ceux qui se taisent. André fait partie de ceux qui observent en silence, mais qui, le jour de l'examen, surprennent tout le monde. Il comprend vite une chose. Dans ce milieu, il ne suffira pas d'être bon. Il faudra être différent, marquer les esprits. Alors il se forge un style, un humour tranchant, parfois déconcertant, une façon de répondre aux questions en désamorçant la tension, en pivotant d'une formule drôle à une analyse d'une précision chirurgicale.
Ceux qui le rencontrent pour la première fois se disent « Ce type plaisante tout le temps, il ne peut pas être sérieux ». Et puis quelques minutes plus tard, mince. Il est plus dangereux que je ne le pensais. Les premières années de sa vie professionnelle le plongent au cœur de l'appareil d'État. Il découvre les couloirs interminables, les bureaux surchauffés, les dossiers empilés en colonnes instables, qui menacent à tout moment de s'écrouler. Il voit de l'intérieur comment se fabriquent les décisions, les notes, les amendements, les compromis à huis clos, les coups de téléphone, qui font tout basculer juste avant la signature. Mais c'est en dehors de ses bureaux, dans les rues d'une ville encore un peu anonyme aux portes de Paris, qu'il va trouver sa véritable scène. Issy-les-Moulineaux. À l'époque, ce n'est pas la ville connectée, avant-gardiste, que l'on connaît aujourd'hui. C'est une commune de banlieue comme tant d'autres, avec ses usines, ses friches, ses immeubles sans charme, ses cafés un peu usés, où les habitués refont le monde en serrant leurs cigarettes entre des doigts tachés de nicotine. Quand André met pour la première fois le pied à Issy en tant que jeune élu local, ce n'est pas le coup de foudre, c'est un choc. Les trottoirs fissurés, les bâtiments administratifs vétustes, les quartiers coupés les uns des autres, et pourtant, quelque chose se passe. Dans ces rues ordinaires, il voit une promesse. La promesse qu'une ville, même modeste, peut devenir un laboratoire, un terrain d'expérimentation pour toutes ces idées qu'il a accumulées dans ses cahiers. Moderniser, réinventer, rapprocher la mairie des habitants, faire d'une banlieue grise un territoire où l'on vient travailler, vivre, innover. Mais il n'est pas seul à avoir cette ambition. Face à lui, très vite, se dresse une silhouette politique qui deviendra l'un de ses grands rivaux. Un adversaire habile, charismatique, qui se présente comme l'homme du changement. Lui aussi, il a ses réseaux, ses soutiens, ses relais dans les partis. Là où Santini a l'ironie, lui a le sourire parfaitement contrôlé et le discours lisse, calibré pour les affiches électorales. Dans les réunions, on commence à murmurer « Ah ici, le duel est lancé ». Ce rival n'est pas juste un concurrent parmi d'autres. Il incarne tout ce que Santini refuse. Les slogans vides, la communication sans contenu, la promesse facile. Et surtout, il a un avantage redoutable, le temps. Il est déjà en place, déjà connu des réseaux locaux, déjà installé dans les circuits d'influence. Si André veut le battre, il devra faire vite, très vite, car une date approche. La date qui va tout décider. Les élections municipales. Dans moins d'un an, les habitants d'Issy-les-Moulineaux vont devoir choisir, garder la continuité ou mettre leur ville entre les mains de ce petit homme à l'œil rieur, à la langue acérée, qui promet de bousculer les habitudes. Le compte à rebours commence. Dans son petit bureau, éclairé par une lampe au néon blafard, Santini étale des plans de la ville, des tableaux de chiffres, des rapports techniques. Il rencontre les associations, les commerçants, les syndicats, les directeurs d'école. Il écoute, prend des notes, pose des questions précises. La méthode est simple, comprendre avant de promettre. Pendant ce temps, en face, le rival multiplie les grandes déclarations. Les affiches fleurissent, slogans rassurants, photos retouchées, promesses de stabilité. Dans les cafés, on entend parfois « Santini, il est marrant, mais est-ce qu'il est vraiment fait pour gérer une ville ?» André le sait, son humour est une arme à double tranchant. Il séduit, il désarme, mais il peut aussi donner l'illusion de la légèreté. Alors il affine son jeu. En réunion publique, il fait rire la salle, puis plante une phrase qui cloue tout le monde sur place. Vous savez, on peut plaisanter et en même temps être parfaitement sérieux quand il s'agit de votre avenir. La différence entre mon projet et celui de mon adversaire, c'est qu'au moment de signer les budgets, je ne vais pas me contenter de beaux mots. Le temps file, mois après mois, la tension monte. Les sondages internes se resserrent, rien n'est joué. La ville est coupée en deux, comme un fil électrique à nu. D'un côté, ceux qui pensent « il est trop différent ». Trop imprévisible. De l'autre, ceux qui murmurent, justement. C'est peut-être ce qu'il nous faut. À mesure que le scrutin approche, le ton des échanges se durcit. Les réunions se prolongent tard dans la nuit. Les dossiers s'empilent, les notes de campagne s'accumulent. André s'épuise, mais refuse de ralentir. Dans cette course contre la montre, chaque minute compte. Il y a cette image, un soir de décembre, quand la pluie fouette les vitres de la permanence de campagne. Tout le monde est parti. Il reste seul, penché sur une carte d'Issy-les-Moulineaux,
entouré de gobelets de café froid. Si quelqu'un entrait à ce moment-là, il ne verrait pas un futur baron de la politique, il verrait un homme, les épaules un peu voûtées, les yeux rougis par la fatigue, qui murmure pour lui-même « On ne joue pas seulement pour une écharpe de maire, on joue pour ce que cette ville pourrait devenir si on lui donne enfin une chance. » Mais ce qu'il ignore encore, c'est que le terrain sur lequel il se bat est plus miné qu'il ne le pense. Dans l'ombre, certains ne veulent ni de lui, ni de son rival. Ils veulent l'immobilisme, ils veulent que rien ne change, que les mêmes contrats, les mêmes habitudes, les mêmes réseaux restent en place, quel que soit le nom inscrit sur la porte du bureau du maire. Ce sont ces forces silencieuses, ces mains invisibles, qui vont transformer ce duel en une véritable partie d'échecs à plusieurs bandes. Et, sans le savoir, André s'apprête à avancer son premier pion dans une partie qui durera plus de 40 ans. À ce moment précis de sa vie, pourtant, tout reste encore possible. Il est cet homme au milieu du gué, déjà trop engagé pour faire marche arrière, pas encore assez puissant pour s'imposer. Tout ce qu'il a, c'est un capital fragile, la confiance d'une poignée de militants, quelques soutiens dans son camp, et cette détermination, obstinée qu'il traîne comme une seconde peau depuis les rues grises de son enfance. Le jour où il signe sa candidature officielle à la mairie, le stylo tremble légèrement entre ses doigts, non pas à cause de la peur, à cause de la conscience aiguë que, à partir de maintenant, chaque mot, chaque geste, chaque phrase prononcée en public pourra être utilisé contre lui, scruté, disséqué, mais il sait aussi une chose, si ce n'est pas maintenant, ce ne sera jamais. Le compte à rebours qui a commencé dans les cours d'école, dans les débats familiaux, dans les amphithéâtres de la République, arrive à son premier grand rendez-vous. Il lui reste quelques semaines, peut-être quelques mois, pour convaincre une ville entière que derrière ses plaisanteries se cache un projet, que derrière ses yeux plissés de malice se cache un regard d'urbaniste, de stratège, de bâtisseur. À Issy-les-Moulineaux, les habitants l'ignorent encore, mais ils s'apprêtent à écrire, avec leur bulletin de vote, bien plus qu'un simple changement de maire. Ils vont donner, ou refuser, à ce garçon né dans la grisaille de 1940, la possibilité de transformer une commune de banlieue en vitrine de la modernité française, et au milieu des tracts froissés, des réunions sous néon et des promesses qu'on éparpille comme des confettis, une question plane, lourde, presque obsédante. Dans cette course contre le temps et contre son rival, André Santini réussira-t-il, pour la première fois, à inverser le rapport de force et à imposer, dans le vacarme politique, cette petite voix intérieure qui lui répète, depuis l'enfance, qu'il est capable de beaucoup plus que ce que les autres ont prévu pour lui? Le soir du premier tour, la ville semble retenir son souffle. Les vitrines des boulangeries reflètent des affiches électorales éventrées par la pluie, des visages souriants déformés par l'eau, des slogans qui bavent sur le papier détrempé. À l'intérieur des écoles transformées en bureaux de vote, les bulletins s'empilent comme de petites bombes de papier. Sur l'un d'eux, ce nom, André Santini. Sur un autre, celui de son rival. 2 morceaux de carton, 2 destins possibles pour la même ville. L'un promet la continuité polie, l'autre annonce la rupture sarcastique. Et dans quelques heures, tout ce qu'André a mis des années à préparer pourra être balayé par un simple geste de la main. Un pli de bulletin dans une enveloppe. Quand les urnes se ferment, la nuit est déjà tombée sur Issy-les-Moulineaux. Les bureaux d'école, avec leurs néons blafards, deviennent des théâtres anxieux. Les assesseurs comptent, recomptent, alignent les piles. Dehors, des militants fument nerveusement, consultent leur montre toutes les 2 minutes, comme si le temps s'était mis à tourner plus vite. André, lui, refuse de se donner en spectacle. Pas de grands discours avant l'heure, pas de champagne prématuré. Il reste dans une petite salle au premier étage de la mairie annexe, entouré de quelques proches, les yeux rivés sur un tableau de chiffres qu'on met à jour au marqueur, bureau après bureau. Les premiers résultats tombent. Dans un quartier populaire, il dépasse son rival de quelques voix seulement. Dans un autre, il est largement derrière. La courbe monte, descend, oscille comme un électrocardiogramme prêt à s'aplatir. À chaque addition, un silence. À chaque total, un souffle collectif qui se libère ou se bloque. Puis vient le verdict du premier tour. Aucun des deux n'obtient la majorité absolue. Ce sera donc un duel au second tour? Un face-à-face.
1 semaine, 7 jours exactement pour renverser un rapport de force fragile, pour convaincre les indécis, pour déjouer les manœuvres qui, déjà, se trament dans l'ombre. Car le rival ne perd pas de temps. Dès le lendemain, il occupe les plateaux locaux, enchaîne les interviews, se pose en homme de stabilité, en rempart contre l'aventurisme de Santini. Les soutiens se comptent, se négocient, se marchandent. Des alliances se nouent dans des arrière-salles de restaurants, autour de tables couvertes de nappes en papier tachées de vin. Certains centristes se demandent, faut-il vraiment suivre ce personnage imprévisible? Ne vaut-il pas mieux rejoindre le camp du rival, plus rassurant, plus classique? Les téléphones d'André n'arrêtent plus de sonner. Des amis hésitent, des cadres de parti tergiversent. On murmure que, peut-être, l'appareil politique préférerait finalement se ranger derrière son adversaire. Lui, avec un calme qui cache mal l'attention, répond à chacun. « Je ne vous promets pas des postes, je vous promets une ville transformée. À vous de voir ce qui vous intéresse vraiment. » Mais le plus inquiétant ne vient pas des états-majors politiques, il vient de ces fameux réseaux locaux que personne ne nomme vraiment, mais que tout le monde craint. Des hommes discrets, rarement candidats, toujours présents. Des patrons d'entreprises de travaux publics, des propriétaires d'immeubles, des intermédiaires qui vivent de la rente tranquille, des contrats reconduits d'année en année. Pour eux, la vraie menace, ce n'est pas le rival. C'est ce petit nouveau qui parle de transparence, de modernisation, de revoir les marchés publics. Une nuit, alors que la campagne bat son plein, la permanence de Santini est vandalisée. Affiches arrachées, tracts éparpillés, insultes tracées à la bombe sur la vitrine. Ce n'est pas spectaculaire, mais le message est clair. Tu déranges? André arrive le matin, observe la scène, esquisse un sourire fatigué et lâche à mi-voix. Au moins, ils ont pris la peine d'écrire sans faute. C'est rassurant sur le niveau de notre opposition. Même en pleine tension, l'humour comme réflexe, comme bouclier. Pourtant, au fond, il sent le piège se resserrer. La moindre maladresse, la moindre phrase sortie de son contexte pourrait être utilisée contre lui. Chaque jour compte, chaque meeting devient une bataille. Le chronomètre tourne. 6 jours, 5 jours, 4. À 3 jours du vote, un coup de théâtre éclate. Un tract anonyme circule, glissé sous les portes d'immeubles, distribué à la sortie des métros. On y accuse Santini de vouloir augmenter massivement les impôts locaux, de favoriser certains quartiers au détriment d'autres, de préparer un grand chamboulement urbain qui chasserait les habitants modestes. Les phrases sont tranchantes, assassines et surtout très bien informées. Pour savoir que Santini réfléchit effectivement à une profonde reconfiguration de la ville, il faut avoir eu accès à ses notes, à ses réunions, à ses pré-projets. Quelqu'un, quelque part, fuit. Dans l'équipe, c'est la panique. Il faut porter plainte. Il faut répondre tout de suite. Il faut un démenti public. Le temps se contracte. Il leur reste à peine 72 heures pour éteindre cet incendie avant le vote. André, fidèle à son style, refuse la posture de la victime plaintive. Il convoque une réunion publique express, salle des fêtes comble, micro mal réglé, chaises qui grincent. Il monte sur scène, un tract anonyme à la main. « Mesdames, messieurs », commence-t-il, « je voulais remercier mon adversaire d'avoir autant travaillé pour moi. Il vient de résumer, en très mauvais français, mes ambitions pour cette ville. » Rire dans la salle. Il enchaîne. Oui, je veux transformer ici les Moulineaux. Non, je ne veux pas vous chasser. Je veux que vos enfants puissent y trouver un emploi, que vos parents puissent y vieillir dignement, que vous puissiez, vous, arrêter de dire « j'habite en banlieue », comme si c'était une excuse. Et là, il change de ton, finit la plaisanterie. La voix se fait grave. Mais je vous le dis aussi clairement, si vous votez pour la peur, pour l'anonyme, pour ceux qui se cachent derrière des feuilles, de papier sans signature, alors gardez tout. Gardez les trottoirs défoncés, gardez les friches industrielles, gardez l'immobilisme. Moi, je n'ai pas le temps pour les lâchetés. Il me reste 3 jours pour vous convaincre. À vous de voir ce que vous faites de ces 3 jours. Ce soir-là, quelque chose bascule. Certains électeurs, jusque-là hésitants, voient en lui non plus seulement le farceur brillant, mais un homme capable de prendre des coups sans céder. Surtout, il voit son adversaire pour ce qu'il devient, un candidat prêt à tout, même à la manipulation anonyme, pour sauver sa place.
Le second tour arrive. Le soleil, ironie du calendrier, se décide enfin à briller sur la ville. Dans les cours d'école, les bulletins glissent dans les urnes, silencieux, implacables. André passe de bureau en bureau, serre des mains, échange quelques mots, mesure les regards. On le tutoie, on lui lance « On compte sur vous, hein ?» Comme si sa victoire était déjà acquise. Mais il sait, lui, que rien n'est garanti, pas avec un système aussi bien installé en face. Le dépouillement commence. Et très vite, une tendance apparaît. Santini progresse partout, même dans les quartiers réputés fidèles à son rival, il réduit l'écart. Dans d'autres, il le dépasse nettement. À mesure que la soirée avance, les chiffres s'alignent, vertigineux, quelques dizaines de voix d'avance, puis centaines. Puis vient ce moment suspendu, ce murmure qui court d'une pièce à l'autre. C'est fait, il a gagné, il est élu maire d'Issy-les-Moulineaux. Sur la petite place devant la mairie, une foule compacte s'est formée. On applaudit, on scande son nom, certains brandissent des drapeaux, d'autres des programmes de campagne déjà froissés. Il apparaît au balcon. Il pourrait savourer, se laisser porter par l'ovation. Au lieu de cela, il ouvre les bras, les yeux plissés par les lumières, et lance « Vous êtes fous! Vous venez de confier votre ville à un homme qui aime trop les plaisanteries. J'espère que vous aimez aussi les chantiers, les réformes et les réunions tard le soir, parce que là, on ne va plus s'arrêter. Rire, clameur. Mais derrière le trait d'esprit, une vérité brute. Dès ce soir, le temps change de nature. Il n'est plus seulement celui de la campagne. C'est le temps du pouvoir, le temps des comptes à rendre, des promesses à tenir. Et, surtout, le temps d'affronter, en face à face cette fois, tous ceux qui, jusqu'ici, se sont contentés d'agir dans l'ombre. Les premiers jours à la mairie ont une saveur étrange. On le conduit dans son nouveau bureau. Une pièce un peu poussiéreuse, aux meubles trop lourds, aux dossiers entassés dans des armoires grinçantes. Sur le bureau trône un téléphone qui semble dater d'un autre siècle. Un stylo oublié, un calendrier bloqué plusieurs mois en arrière. Comme si le temps lui-même s'était immobilisé. Santini passe la main sur le bois du bureau, s'assied, regarde par la fenêtre. La ville est là, à quelques mètres, mais elle lui semble soudain immense, presque intimidante. La transition n'a pas été douce. Son rival défait ne s'est pas contenté de lui serrer la main et de partir. Il a laissé derrière lui un labyrinthe administratif, des dossiers inachevés, des contrats en suspens, et surtout, un dernier piège, des engagements financiers pris en fin de mandat au bord de l'illégalité, qui menacent de plomber durablement les finances de la ville. Un trésorier lui glisse un matin « Monsieur le maire, si on ne renégocie pas ça très vite, dans moins d'un an, on ne pourra plus investir. On paiera juste pour combler les trous. Moins d'un an, encore un compte à rebours. » Pourtant, quand on le voit, dans les couloirs de la mairie, André donne l'impression de s'amuser. Il traverse les étages à grandes enjambées, s'arrête pour saluer les employés, lance une blague à la secrétaire, une pique à un directeur de service. Certains pensent, il ne se rend pas compte. Il se trompe, il se rend compte de tout. Il a simplement choisi sa manière de tenir le choc, en dédramatisant pour mieux garder les yeux fixés sur l'essentiel. L'essentiel, justement, ce sont d'abord deux fronts à mener en parallèle. Le front politique, rassurer les élus, composer une équipe, éviter les trahisons précoces. Et le front administratif, ouvrir les placards, sortir les dossiers oubliés, comprendre ce qui fonctionne, ce qui bloque, ce qui coule. Très vite, une évidence s'impose. S'il veut transformer Issy-les-Moulineaux, il doit se battre contre deux inerties, celle des procédures et celle des hommes. Les réunions budgétaires tournent parfois à la scène de théâtre. Santini arrive avec des idées de réorganisation, d'investissement massif dans l'aménagement urbain, dans le numérique, dans la culture. En face, quelques vieux briscards froncent les sourcils. Ce n'est pas raisonnable. Nous avons toujours fait comme ça. On ne peut pas bousculer tous les équilibres. Alors il les regarde, esquisse ce sourire qui a déjà déstabilisé tant d'adversaires, et lâche. Vous avez raison. On pourrait continuer à ne rien faire. Mais dans 10 ans, quand vos petits-enfants vous demanderont « Pourquoi notre ville ressemble à un décor des années 60 ?» Vous leur répondrez quoi? Que vous aviez peur de changer? Cette façon de mettre chacun face à ses responsabilités ne lui attire pas que des amis. Dans l'ombre, certains s'agacent. Il va trop vite, il veut tout contrôler. Les mêmes qui, quelques mois plus tôt, soutenaient son rival, ne désarment pas.
Il cherche la faille, l'erreur, le faux pas. C'est à ce moment-là qu'une idée germe en lui, une idée qui va changer sa trajectoire, pour imposer sa vision à l'échelle de sa ville. Et il doit élargir son rayon d'action, il lui faut un autre levier, un mandat national, député. Se présenter à l'Assemblée nationale, c'est accepter de rejouer une autre bataille, plus large, plus brutale, mais aussi plus exposée. Beaucoup lui déconseillent ce cumul. Vous venez à peine d'être élu maire. Vous voulez déjà partir à Paris? Il répond, je ne pars pas. Je veux amener ici avec moi dans les discussions nationales. Une ville comme la nôtre ne peut pas se contenter d'appliquer des lois écrites par d'autres. Elle doit les inspirer. La campagne législative s'ajoute alors à la gestion quotidienne de la ville. Les journées deviennent des marathons. Le matin, il inaugure une crèche. À midi, il négocie un contrat avec un grand opérateur télécom qui hésite à s'installer à Issy. L'après-midi, il parcourt les marchés de la circonscription, serrant des mains, répondant aux questions sur les retraites, les impôts, l'école. Le soir, il retourne à la mairie pour une réunion sur le futur tramway ou sur la transformation d'une friche industrielle en quartier vivant, et la nuit, souvent, il reste tard, seul face à des piles de dossiers qui semblent se multiplier dès qu'il baisse les yeux. Son rival, lui, n'a pas disparu, il a simplement changé de terrain. Il susurre dans certaines oreilles que Santini se disperse, qu'il néglige la ville, qu'il veut faire carrière plutôt que s'occuper du quotidien des Icéens. Dans les dîners politiques, on raconte déjà le scénario idéal pour ses opposants, qu'il échoue aux législatives, qu'il s'use à la mairie, et nous reviendrons en terrain conquis aux prochaines municipales. Le suspense des législatives ajoute une couche de tension. S'il perd, son autorité locale sera fragilisée. S'il gagne, il entre dans une autre dimension. Le soir du scrutin, une fois encore, les chiffres s'affichent au compte-gouttes et, une fois encore, le scénario se répète. Les premiers résultats sont serrés, puis l'écart se creuse. André Santini est élu député. Issy-les-Moulineaux a désormais un maire et un représentant à l'Assemblée. À Paris, il découvre un autre théâtre, l'hémicycle au banc rouge, les débats interminables, les alliances de couloirs, les petites snaies, phrases lâchées pour être reprises dans les journaux. Et là, à la surprise de certains, son style fait mouche. On le prend d'abord pour le clown de service, celui qui détendra l'atmosphère par une formule bien sentie, mais très vite, on réalise qu'il connaît ses dossiers sur le bout des doigts, qu'il est capable, dans la même intervention, de désarmer l'Assemblée par un trait d'esprit, puis de démonter méthodiquement un amendement, en s'appuyant sur des chiffres précis. Cette combinaison d'humour et de rigueur attire l'attention plus haut encore. Un jour, un appel discret lui parvient. On pense à lui pour entrer au gouvernement. C'est un tournant. Accepter, c'est s'exposer davantage, quitter une partie du temps sa ville, s'immerger dans la machine gouvernementale, ses codes, ses piques, ses guerres internes. Refuser, c'est rester seulement un baron local, puissant dans son territoire, mais limité dans sa capacité à influer sur les grandes orientations du pays. Il choisit d'accepter. On lui confie d'abord un portefeuille technique attaché aux universités, aux questions de recherche et d'enseignement supérieur, un domaine qui, en apparence, passionne moins les foules que les grandes batailles sur la sécurité ou les finances publiques. Pour lui, c'est une chance. Les sujets moins exposés médiatiquement permettent parfois d'agir plus profondément, plus librement. Mais c'est aussi un terrain miné. Recteurs, présidents d'universités, syndicats, associations étudiantes, chacun défend ses positions avec acharnement. À la table du Conseil des ministres, il découvre une autre forme de rivalité. Ce ne sont plus seulement des opposants politiques qui cherchent à le battre, ce sont des collègues, parfois de son propre camp, qui cherchent à exister, à prendre la lumière, à capter les arbitrages budgétaires. Un matin, après une passe d'armes feutrée sur les crédits accordés à son secrétariat d'État, il sort du conseil et glisse à un collaborateur. « Tu vois, à Issy, on se bat pour un rond-point. Ici, on se bat pour des milliards. Mais les égaux, eux, ont la même taille. » Pendant ce temps, dans sa ville, la transformation a commencé. Les premiers plans d'urbanisme sont lancés, des permis sont signés, des bâtiments anciens tombent pour laisser place à des projets plus ambitieux. Son rival observe, attend le moindre raté, une erreur de procédure, un chantier en retard, une contestation d'habitants, et il pourra revenir, tel un procureur, dénoncer la
Folie des grandeurs du maire-ministre. Mais un autre nuage, plus sombre, commence à se former à l'horizon. À mesure qu'il monte, qu'il accumule les mandats, qu'il joue sur 2 scènes, locale et nationale, Santini se rend compte que chaque décision est scrutée, chaque signature potentiellement contestée, les contrats passés pour moderniser la ville, les marchés publics, les partenariats avec des entreprises privées. Autant de portes, entr'ouvertes pour ceux qui veulent trouver la faille. Ceux qui n'ont jamais digéré son arrivée au pouvoir n'ont pas disparu. Ils patientent, ils compilent. Ils attendent l'instant où, enfin, ils pourront tenter de renverser la vapeur, non plus par les urnes, mais par les tribunaux, dans ce tempo toujours plus rapide, où les échéances électorales se succèdent et où la moindre erreur peut se transformer en scandale national. André Santini apprend à gérer non plus un seul compte à rebours, mais plusieurs, simultanés. Le budget de la ville à voter avant telle date, la loi à défendre à l'Assemblée avant telle session, la réforme à faire passer au gouvernement avant le prochain remaniement. Chaque fois, la même question silencieuse, presque obsessionnelle. Vais-je tenir la cadence? Ou bien laisserai-je à mon rival et à ceux qui l'entourent dans l'ombre l'occasion enfin de me rattraper? Ce qu'il ignore encore, c'est que les décisions qu'il prend dans ces années-là, les signatures qu'il trace parfois après minuit, sur des dossiers empilés, les paris qu'il fait sur l'avenir d'Issy-les-Moulineaux et sur la place du numérique en France, vont le propulser au rang de bâtisseur, mais aussi l'exposer, un jour, en pleine lumière, dans une salle d'audience, face à des juges qui, eux, ne rient jamais. Imaginez une ville où les grues dressent leurs bras de métal comme des croix géantes, où la nuit les fenêtres des bureaux restent allumées jusqu'à 2 heures du matin, comme si les immeubles eux-mêmes refusaient de dormir. Maintenant, imaginez, à quelques kilomètres de là, une salle d'audience glaciale, 3 juges impassibles, des micros qui captent chaque souffle, et au centre, le même homme, contraint de se lever pour dire « Je le jure ». Entre ces 2 images, la ville en chantier et le banc des accusés, se joue la vraie histoire d'André Santini. Une histoire où l'on peut bâtir des quartiers entiers et tout perdre sur une seule signature. Issy-les-Moulineaux, au tournant des années 1990, n'est pas encore ce nom qu'on prononce comme un exemple dans les colloques d'urbanisme. C'est une ville coupée par des voies ferrées, léchée par une Seine grise, parsemée de friches industrielles où la rouille a plus de place que les arbres Slay. Dans certaines usines désaffectées, des vitres brisées laissent entrer le vent qui fait claquer des panneaux de tôle, comme des portes de théâtre mal fixées. André, désormais maire confirmé et député, regarde ces terrains vides depuis la fenêtre de son bureau. Pour certains, ce sont des ruines. Pour lui, ce sont des écrans vierges, des pixels à allumer. Il rassemble ses adjoints autour d'un plan étalé sur la table, une carte couverte de traits au feutre rouge, bleu, vert. Ici, ce sera un quartier d'images, annonce-t-il, désignant la bande le long de la Seine. Des chaînes de télévision, des studios, des entreprises de production. Et là, il faudra faire venir des sociétés de pointe, le numérique, l'Internet, appelez ça comme vous voulez, mais c'est là que ça se joue. On est au tout début de cette révolution digitale dont personne ne mesure encore l'ampleur. Certains le regardent, perplexes. Mais André, les gens veulent des crèches, des trottoirs, pas des ordinateurs. Il sourit. On va leur donner les crèches, les trottoirs et le futur. Les 3, sinon on s'ennuierait. La course commence. Elle a un échéancier précis. Les grandes chaînes audiovisuelles cherchent à quitter Paris intramuros, les propriétaires des friches veulent vendre avant que les bâtiments ne s'écroulent, l'État fixe des délais pour l'aménagement des berges de Seine. S'il ne se positionne pas maintenant, ici restera une banlieue de seconde zone. Il a quelques années, pas plus, pour transformer des hangars poussiéreux en vitrines technologiques. Les réunions s'enchaînent dans des salles aux murs jaunis par la fumée. Un jour, il reçoit des représentants d'un grand groupe de médias. Ils hésitent. « Monsieur le maire, pourquoi viendrions-nous à Issy ? Nous pourrions nous installer partout dans la région. » Il se penche, attrape le plan de la future ligne de tramway, le projette sur la table comme un joueur de cartes sûr de son coup. Parce qu'ici, vous serez au bord de la Seine, à quelques minutes de Paris, et dans une ville qui veut devenir votre laboratoire. Vous ne serez pas des locataires, vous serez des pionniers. Son enthousiasme est contagieux.
Petit à petit, les signatures se multiplient, mais pendant qu'il bâtit ses alliances économiques, son rival ne reste pas inactif. Battus dans les urnes, les anciens maîtres de la ville ont trouvé un autre terrain, la peur. Ils organisent des réunions de quartier où l'on murmure que Santini vend la ville aux multinationales, qu'il prépare un ici pour les riches avec des badges électroniques à l'entrée. Il distribue des tracts où l'on voit des caricatures de bureaux de verre remplaçant les pavillons, de vieux habitants chassés par des costards-cravates. Le temps file. Les grues se lèvent, les premiers bâtiments s'élèvent au-dessus des terrains vagues, mais chaque chantier a son chronomètre. S'il n'est pas livré à temps, les entreprises menacent de partir ailleurs. Les banques resserrent les crédits. Dans certaines nuits d'hiver, André descend lui-même sur les sites, casque de chantier sur la tête, manteau trop léger pour le froid. Il marche au milieu de flaques de ciment gelé, salue les ouvriers, plaisante sur la météo. Un ingénieur lui glisse un soir. « Monsieur le maire, on est à la limite. Si on prend encore un mois de retard, le contrat tombe. » Le contrat, des centaines d'emplois, l'installation d'une chaîne télé nationale, une vitrine pour la ville. Un mois, encore un compte à rebours. Il appelle l'entreprise, mais les banques autour de la table décrochent des garanties, arrachent quelques semaines supplémentaires. « Vous avez intérêt à tenir maintenant », lâche-t-il aux équipes de chantier, mi-sérieux, mi-amusé. « Sinon c'est moi qui viens poser les carreaux. Et je suis mauvais ouvrier ?» Pendant ce temps, à Paris, il prend peu à peu ses marques dans ce costume de parlementaire et de membre du gouvernement. Au secrétariat d'État, il découvre des couloirs tapissés de moquettes, où les pas s'étouffent, des montagnes de dossiers qu'on lui apporte, dans des parapheurs couleur sang. On le croit distrait. On le voit plaisanter, sortir des bons mots en commission, mais derrière la légèreté apparente, il mène son propre combat. Obtenir pour les collectivités locales, et donc pour ici, les marges. De manœuvres nécessaires pour expérimenter. Il défend les premiers textes sur l'administration électronique, se bat pour que les mairies puissent proposer des services en ligne, des téléprocédures. Un jour, en réunion interministérielle, un haut fonctionnaire lâche, condescendant, « Internet dans les communes, c'est un gadget. Les gens veulent des guichets, pas des écrans. » Santini, penché sur ses notes, relève la tête. « Les gens veulent qu'on arrête de leur faire perdre du temps. » Si l'écran évite des heures de queue, ce n'est plus un gadget, c'est du respect. Ici devient son laboratoire. Très vite, la ville expérimente les premières bornes interactives en mairie, les sites web municipaux, puis la diffusion en direct des conseils municipaux. Dans certains salons IC1, on regarde, étonné, ces débats locaux sur l'écran d'un ordinateur au contour beige jauni. On voit le maire ferrailler, plaisanter, expliquer un budget devant une caméra fixe. Son rival, lui, ricane. Il se prend pour une star de télé. Qu'il fasse donc des routes avant de faire des vidéos. Mais, en coulisses, il comprend que l'avantage d'André, c'est de transformer chaque innovation technique en symbole politique. Ici n'est plus seulement une ville, c'est une affiche. Les élections municipales suivantes confirment cette transformation. Les affiches du rival promettent de revenir au bon sens, de freiner la fuite en avant. Celles de Santini montrent des images de tramways, d'immeubles modernes, de familles qui se promènent le long de la Seine sur des berges réaménagées. Le soir du scrutin, la sanction tombe. André est réélu largement. Son adversaire ne disparaît pas, mais il se fendille. Derrière lui, déjà, une nouvelle génération se prépare, plus jeune, plus dure, prête à utiliser d'autres armes. La mécanique de travail d'André devient presque inhumaine. Les semaines sont une succession de temps compressés. Lundi matin, à ici, réunion sur l'implantation d'une grande entreprise du numérique. Lundi après-midi à l'Assemblée, questions au gouvernement, face à l'opposition qui guette le faux pas. Lundi soir, retour en mairie pour arbitrer un conflit de voisinage à propos d'un square, et ainsi de suite, sans relâche. Il tient grâce à ce mélange étrange d'adrénaline politique et de plaisir presque enfantin à imaginer l'avenir. Mais ce bourdonnement constant a un prix. Chaque décision laisse une trace écrite, chaque signature engage des millions, et dans l'ombre, des regards s'aiguisent. Un jour, le téléphone sonne dans son bureau de maire. La voix, à l'autre bout, est sèche. « Monsieur Santini, vous êtes convoqué par les juges d'instruction dans le cadre d'une enquête sur la fondation Hamon. »
ces mots tombent comme un couvercle de métal. La Fondation Hamon, un projet culturel, ambitieux, soutenu par des subventions publiques, des conventions, des délibérations de conseils d'administration, des flux financiers complexes. Pour ses adversaires, c'est l'aubaine attendue. Ils murmurent, avec une satisfaction à peine dissimulée, « Voilà, on y est !» Il jouait au magicien avec les contrats. Il va devoir s'expliquer. Les magistrats soupçonnent des détournements de fonds, des irrégularités dans l'utilisation de l'argent public, les journaux s'emparent de l'affaire. Les titres claquent, le maire d'ici mis en cause, l'architecte de la ville numérique rattrapé par la justice. Dans les cafés, on commente « Vous avez vu, Santini, lui aussi !» Pour la première fois, la menace n'est pas une défaite électorale. Ce qui plane, ce sont des peines de prison possibles, l'inéligibilité, la déchéance brutale. Sur le papier, il risque de tout perdre, le mandat, la ville, la réputation construite en décennies. Quand il se rend pour la première fois chez le juge, il traverse un couloir étroit, éclairé au néon, rien à voir avec les salons de l'Assemblée, ni avec la lumière de son bureau donnant sur la Seine. Ici, le temps n'est plus le même. Il est dense, lourd, chaque minute contient des mots qui peuvent être retournés, on lui lit la mise en examen, il écoute, les mains croisées, le visage fermé, puis il répond, point par point, sans perdre son ironie. « Si j'avais voulu m'enrichir, monsieur le juge, je n'aurais pas choisi la mairie d'Issy-les-Moulineaux. Je me serais fait promoteur, mais l'humour ne protège plus vraiment. Dans les couloirs, il croise des regards qui ne riment pas. Et dehors, son rival jubile silencieusement, il a compris que la justice est un adversaire plus redoutable que lui. Il n'a plus qu'à attiser la suspicion, souffler sur les braises. Les mois qui suivent ressemblent à un numéro d'équilibriste. D'un côté, les convocations chez les juges, les auditions, les questions répétitives. De l'autre, les inaugurations, les conseils municipaux, les colloques, où l'on présente ici comme un modèle de ville intelligente. Dans la même semaine, il peut se retrouver à discuter fibre optique avec des ingénieurs coréens le lundi, puis à répondre de factures et de conventions vieilles de plusieurs années devant un magistrat le jeudi. À chaque nouvelle avancée du dossier judiciaire, son équipe politique se crispe. Certains alliés de longue date prennent leur distance. Par prudence. Tu comprends, André, on t'aime bien, mais on ne veut pas couler avec toi si ça tourne mal. Il encaisse, comme toujours, avec une phrase qui fait sourire, et une ride de plus. Pendant ce temps, la ville continue de se transformer sous ses yeux. Les friches ont fait place à des sièges de grandes entreprises, à des immeubles de verre où les open space brillent tard dans la nuit. Des start-up s'installent dans d'anciens ateliers, des écoles ouvrent des classes bilingues, des centres culturels expérimentent des expositions numériques, les habitants voient concrètement le résultat des choix faits 10-15 ans plus tôt. Pour beaucoup, le bilan est clair. On peut lui reprocher des choses, mais il a changé la ville. Cette confiance silencieuse devient son bouclier politique le plus solide. À chaque élection locale, malgré les unes de journaux et les procédures en cours, il est réélu. Son rival, ou plutôt le camp de son rival, tente de faire de l'affaire judiciaire un référendum moral. Voulez-vous encore d'un maire mis en examen? Mais les urnes répondent autrement. Pour l'instant. Le temps de la justice, lui, est d'une lenteur implacable. Les années s'accumulent. À Issy, un enfant qui avait 6 ans au début de la procédure entre au collège sans que l'affaire soit jugée. Au fil des reports d'audience, le compte à rebours se dilate, se distend, mais ne disparaît jamais. Et puis un jour, la date est fixée. Le procès, les caméras reviennent, les micros se tendent, on ressort des archives des photos d'André plus jeune, on diffuse des images aériennes d'Issy transformées, on juxtapose les deux, l'homme et sa ville, comme si l'un pouvait effacer l'autre. Dans la salle, l'air est dense. On parle d'argent public, de conventions, de responsabilité. L'accusation déroule des graphiques, des tableaux. La défense rappelle l'utilité des projets, le contrôle des comptes, le fait qu'André n'a jamais mis un centime dans sa poche. Lui, au centre, écoute, répond, parfois glisse une remarque qui détend, une formule qui arrache un demi-sourire même à un greffier fatigué, mais, au fond, il sait que cette fois l'humour ne peut plus que gagner des secondes, pas renverser l'horloge. La décision tombe, il est relaxé, non coupable. Dans les minutes qui suivent, des dizaines de SMS affluent sur son téléphone. « Bravo! Enfin! Tu vois, ça finit bien. »
il répond à peine. À la sortie, entouré de caméras, il lâche, fidèle à lui-même, « J'ai passé plusieurs années ici à construire des fondations solides. Il était temps qu'on arrête de m'accuser d'avoir creusé des trous. » Son rival, ce soir-là, comprend que la stratégie judiciaire vient de s'effondrer. Mais quelque chose a changé malgré tout. Santini a gagné, oui. Il a gardé ses mandats, sa liberté, son titre de bâtisseur de ville numérique. Pourtant, en se regardant dans la glace, il ne voit plus tout à fait le même homme que lors de sa première élection. Le visage est marqué, les cheveux ont blanchi, le regard porte une fatigue nouvelle. Les comptes à rebours qu'il a si longtemps dominés semblent désormais s'être retournés. Il a tenu tête à un système local figé, à un rival obstiné, à la lente machine judiciaire. Il a imposé une vision d'Issy-les-Moulineaux, qui dépasse les frontières de la commune, du département, parfois même du pays. Mais un adversaire plus sournois s'avance, celui qui ne négocie jamais, le temps. Et quelque part, derrière les façades vitrées qu'il a fait surgir, derrière les serveurs qui ronronnent dans des salles climatisées, une autre question commence à se poser, plus intime, plus vertigineuse. Comment passer le relais, comment préparer l'après, sans trahir ce qu'il a construit, et sans laisser cette fois le moindre interstice dans lequel son vieux rival ou ses héritiers pourraient s'engouffrer. Imaginez un mur d'écran dans une salle de contrôle ultramoderne d'Issy-les-Moulineaux, où défilent en temps réel les flux de circulation, les caméras de sécurité, les données de capteurs urbains, puis imaginez, à quelques kilomètres de là, un autre écran, blanc celui-là, accroché au-dessus d'un lit d'hôpital, où un tracé noir, fragile, dessine les battements d'un cœur de presque 80 ans, la même ville, la même époque, deux rythmes. L'un, numérique, semble pouvoir tout anticiper. L'autre, humain, rappelle brutalement qu'aucun maire, aussi visionnaire soit-il, ne peut programmer sa propre durée. André Santini regarde ce moniteur quelques secondes de trop. Un jour de contrôle médical. Le médecin lui parle de surveillance, de prudence, de ralentir un peu. Des mots qu'il a toujours traduits intérieurement par « perdre du temps ». Mais cette fois, quelque chose accroche. Une sorte de tic-tac silencieux qui se glisse dans ses pensées, même quand il traverse ensuite, le sourire aux lèvres, le hall lumineux de l'hôtel de ville. Car dehors, la ville qu'il a modelée continue de courir. Les startups de la French Tech envahissent les anciens docks, les écoles expérimentent des tablettes en classe, les réunions municipales se suivent à un rythme infernal. Issy-les-Moulineaux est cité en exemple dans des conférences internationales sur la Smart City. On invite le maire pour raconter la success story. On montre des photos avant-après. On lui demande « Monsieur Santini, quel est votre prochain défi ?» Il répond avec un trait d'humour, comme toujours. Mais au fond, le vrai prochain défi n'est plus un quartier à reconstruire. C'est autre chose, de plus intime, de plus dangereux. Apprendre à céder la place sans voir tout son héritage se dissoudre en quelques années. Dans ce vide qui s'ouvre se glisse déjà un adversaire qu'il connaît trop bien, sous un nouveau visage. Le rival historique, celui des tracts jaunis et des réunions enfumées des années 1980, a pris de l'âge lui aussi. Il ne mène plus la charge en première ligne. Désormais, c'est un autre qui s'avance. Plus jeune, costume ajusté, langage de consultant, slide PowerPoint et sourire calculé. On le présente comme le renouveau. Il appartient au même courant que l'ancien opposant, mais avec des codes neufs, des réseaux sociaux, une stratégie millimétrée, ses attaques sont plus subtiles. Il ne traite plus Santini de fossoyeur de la ville populaire. Il le décrit comme un monument, avec ce compliment venimeux qui veut dire respectable, oui, mais immobile, à contourner, à dépasser. Dans des interviews, il lâche des phrases qui s'enfoncent comme des aiguilles. Nous lui devons beaucoup, mais ici doit maintenant passer à une nouvelle génération de dirigeants, ou encore, on ne peut pas faire de l'innovation avec des méthodes des années 1990. Sous-entendu, le pionnier du numérique serait devenu le passé. Le scénario est clair. Profiter du temps qui passe, de la fatigue accumulée, de ce cœur qu'on surveille désormais de plus près, s'installer dans les esprits comme la solution d'après, celui qu'on devra appeler Monsieur le maire, quand l'ancien finira par renoncer. Mais André n'a jamais accepté qu'on écrive l'histoire à sa place. Surtout la fin.
Le compte à rebours se précise brutalement avec l'approche d'une nouvelle échéance municipale. La date est là, imprimée sur les premiers documents de campagne, circulant dans tous les partis. Mars 2020. Sur le calendrier, ce n'est qu'une case surlignée. Dans sa tête, c'est un chronomètre. Et, pour la première fois, le compte à rebours n'est pas seulement celui d'une victoire ou d'une défaite. C'est celui d'un choix quasi existentiel. Repartir ou passer le flambeau. Dans les réunions d'équipe, le débat fait rage. Les plus proches, ceux qui le connaissent depuis des décennies, le préviennent. André, c'est peut-être le moment de préparer ta succession calmement, à ton rythme. D'autres, plus stratèges, calculent les rapports de force. Si tu ne repars pas, c'est l'opposition qui passe. Ils transformeront ici en vitrine de leur camp. On aura tout fait pour eux. Et derrière tout cela, la présence obsédante du nouveau rival qui compte les semaines, certain que chaque jour qui passe joue pour lui. Santini écoute, note plaisante. Mais le soir, une fois les bureaux vides, il s'attarde dans les couloirs de la mairie. Il traverse ce grand hall qu'il connaît par cœur, regarde les photos encadrées des inaugurations, des anciens conseils municipaux, il s'arrête devant certaines images comme devant de vieux amis. L'arrivée du premier tramway, les travaux sur les berges de Seine, les visites de chefs d'État venus voir cette ville aux allures de laboratoire. Et, à chaque fois, la même question revient. Si je pars, est-ce que tout cela tiendra? Un soir, il prend une décision qui surprendra même ses proches. Il ne se contentera pas de choisir entre se représenter ou non. Il va, une fois encore, déplacer les lignes, fabriquer lui-même la suite, dans ce temps qui lui reste. Il commence par revoir, un à un, ceux qu'il considère comme de possibles successeurs, pas forcément les plus dociles ni les plus flatteurs. Il observe leur façon de regarder la ville, de parler avec les habitants, de négocier avec les services. Il mesure leur capacité à encaisser la pression, les attaques, les nuits blanches. Il repère les failles, l'impatience, l'ego, la peur de déplaire. Parallèlement, il mène la campagne qui s'annonce. Oui, il se représente, à presque 80 ans. Les affiches adverses jouent sur l'âge, en creux. On n'ose pas dire trop vieux, alors on parle de tourner la page, de nouvelle époque. Les meetings de son rival sont calibrés comme des shows, musique, slogans, promesses de Ici 3.0, comme si la ville n'avait pas déjà vécu 2 révolutions sous Santini. Lui, fidèle à son style, refuse les effets de mode. Il sillonne les quartiers, serre des mains, écoute les plaintes sur le bruit des chantiers, les écoles trop pleines, les loyers trop chers. Et, à chaque fois, il rappelle d'où l'on vient. Il raconte, encore et encore, ce que donnaient ces rues il y a 40 ans. Les hangars vides, les usines mortes, les terrains vagues. Il ne s'agit pas de nostalgie. C'est une façon de dire « Le futur que vous vivez aujourd'hui a été un pari. Ne le laissez pas être défait à la légère. » Puis, au milieu de cette campagne serrée, un événement imprévisible fait irruption. La pandémie de Covid-19, du jour au lendemain, les réunions publiques sont annulées, les rues se vident, les masques cachent les sourires, les craintes se multiplient. Les élections sont repoussées, fragmentées, perturbées, les équipes adverses paniquent ou improvisent. Le jeune rival tente de surfer sur le chaos, de dénoncer une gestion dépassée de la crise. Pour André, ce basculement est un test extrême. La ville numérique qu'il a patiemment construite doit prouver concrètement qu'elle n'est pas qu'une vitrine. Les services en ligne sont renforcés, les démarches dématérialisées accélérées, les informations diffusées en continu. Les conseils municipaux eux-mêmes se réinventent en visioconférence. Là où d'autres communes bricolent, ici activent des outils déjà prêts. Pensée depuis des années, la crise sanitaire devient, malgré sa brutalité, une forme de validation de sa vision. Ce qu'on présentait hier comme des gadgets, la dématérialisation, les services numériques, la ville connectée, devient soudain essentiel. Pour maintenir un semblant de normalité, le jour du scrutin, décalé, perturbé, anxiogène, arrive enfin. Dans les bureaux de vote où le gel hydroalcoolique a remplacé les plateaux de bonbons, les électeurs glissent leurs bulletins avec une gravité inhabituelle. Le soir, les résultats tombent. Malgré l'âge, malgré la fatigue, malgré les discours sur la nouvelle génération, André Santini est réélu. Encore, son rival ce soir-là comprend qu'il a raté son moment. La ville a choisi la continuité dans la tempête. Mais un détail lui échappe, un détail qui fera la différence pour la suite. Santini, lui,
sait que cette victoire est sa dernière vraie campagne. Il a gagné du temps, oui, mais ce temps, il ne le consommera plus comme avant. Dans les mois qui suivent, il ajuste progressivement sa façon de gouverner. Il délègue davantage, laisse monter certains adjoints en première ligne, les expose dans les médias locaux, les envoie en mission, dans les conférences internationales. Il teste leurs réactions aux critiques, aux polémiques. Il observe celui qui parvient à concilier fermeté et humour, rigueur et imagination, celui qui, surtout, comprend que la ville n'est pas qu'un fichier Excel d'indicateurs, mais un organisme vivant, plein de contradictions. Dans le même temps, sur la scène nationale, il accepte peu à peu que d'autres prennent sa place. Il a longtemps été député, ministre, président d'organismes clés comme le syndicat des eaux d'Île-de-France. Il a connu le velours des fauteuils de l'Assemblée nationale, les conseils des ministres, les commissions où se jouent des détails qui changent des lois. Mais la politique parisienne, désormais, tourne à une vitesse différente, saturée de réseaux sociaux, de petites phrases calibrées pour faire le buzz. Il continue d'y siéger un temps. Puis, progressivement, il se concentre sur ce qui l'a toujours vraiment animé. La ville. Ici comme centre de gravité, comme dernière bataille, cette bascule n'est pas une retraite, plutôt une concentration. Il consacre plus de temps à des projets qu'il veut voir achevés avant de passer la main. De nouveaux aménagements sur les quais de Seine, des équipements culturels, des innovations dans les services publics locaux. Chaque inauguration ressemble à un caillou supplémentaire posé pour stabiliser le chemin de celui ou celle qui lui succédera. Pendant ce temps, le rival, lui, refuse de disparaître. Blessé par la défaite, il se reconvertit en critique permanent. Sur les réseaux, dans des tribunes, il dénonce une confiscation du pouvoir, un système verrouillé, où Santini choisirait lui, même son héritier. Transformant la ville en quasi-fief personnel, certains échos trouvent un public, surtout chez les plus jeunes, qui n'ont pas connu ici avant la métamorphose, et qui ne voient que les loyers élevés, la pression immobilière, les inégalités persistantes. André le sait. Son œuvre n'est pas parfaite, une ville n'est jamais un tableau achevé. Mais entendre son rival décrire ici comme une caricature de ville des riches, c'est comme écouter quelqu'un juger un roman en 669 ne lisant que la dernière page. Alors, une fois encore, il choisit l'action plutôt que la simple défense. Il multiplie les projets tournés vers l'inclusion, logements sociaux mieux répartis, équipements de quartier dans les zones les moins favorisés, programmes pour les personnes âgées isolées, soutien à des associations locales. Il sait qu'il ne renversera pas toutes les critiques, mais il tient à ce que la ville qu'il laissera ne soit pas seulement brillante vue du ciel, mais vivable à hauteur d'homme. Les années défilent, son visage se creuse, sa démarche se ralentit. Dans certains événements, il s'appuie désormais sur une canne, mais dès qu'il prend le micro, la voix est là, avec cette ironie qui désamorce les tensions, ce sens de la formule qui rappelle que il est de la lignée des grands parlementaires à l'ancienne. Le contraste entre le corps qui fatigue et l'esprit qui flamboie fascine autant qu'il inquiète. Un jour, au sortir d'une réunion, un jeune collaborateur, né bien après son premier mandat, se risque à une question. « Monsieur, le maire, vous n'avez jamais peur de partir avant d'avoir tout bouclé ?» Santini éclate de rire. « J'ai compris il y a longtemps qu'on ne boucle jamais tout. Si j'avais attendu d'être certain d'avoir terminé pour me présenter, je serais encore dans mon bureau d'avocat du début. Le but, ce n'est pas de tout finir, c'est de laisser assez de repères pour que ceux qui viennent après ne se perdent pas complètement. » Derrière la plaisanterie, la lucidité est tranchante. Il commence à écrire davantage, des notes, des souvenirs, des textes où il raconte ses batailles politiques, ses joutes oratoires, les coulisses de la transformation d'ici. Pas pour se glorifier, mais pour transmettre, comme s'il traçait, pour ses successeurs, une carte de navigation dans un territoire où lui-même a parfois avancé à tâtons. L'adversaire, pourtant, n'est plus seulement à l'extérieur. Parfois, ce sont ses propres forces qui se retournent contre lui. Un malaise lors d'une cérémonie, une fatigue soudaine en pleine réunion, un médecin qui, cette fois, ne se contente plus de parler de surveillance, mais insiste sur de vrais aménagements, de vraies limites. Le tic-tac silencieux du début est devenu plus fort, plus proche. Un nouveau compte à rebours s'ouvre, celui-là impossible à mesurer précisément.
Combien de temps reste-t-il pour consolider la succession, pour verrouiller ce qui doit l'être, pour s'assurer que le rival ne s'engouffrera pas dans un vide brutal? Il accélère, paradoxalement, non pas en multipliant les apparitions publiques, mais en prenant des décisions qui engagent l'avenir de la ville au-delà de sa propre présence. Conventions intercommunales, projets à long terme, partenariats avec des acteurs solides, profils choisis pour diriger les grandes structures locales. La mort, pourtant, ne prévient jamais tout à fait. Le 27 janvier 2025, la nouvelle tombe comme une pierre jetée dans un lac trop calme. André Santini est mort, à 84 ans. Des alertes surgissent sur les téléphones, les radios interrompent leur programme pour quelques minutes spéciales, les chaînes demandent Monday. Info déroule des bandeaux. Décès d'André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux depuis 1980. Dans la ville, la journée bascule. Au pied de l'hôtel de ville, des habitants que les caméras n'avaient jamais filmés viennent déposer des fleurs. Certains ont connu l'époque des usines, des friches, des rues sombres. D'autres ont grandi dans cette Issy des écrans et des immeubles de verre, sans mesurer à quel point ce décor était le résultat de décisions politiques, de risques pris il y a longtemps. Tous, pourtant, parlent de lui comme d'un voisin plus que d'un personnage public. On entend des phrases simples. Il nous connaissait par nos prénoms, il se souvenait de ma mère, il râlait, mais il trouvait toujours une solution. Les chaînes de télévision ressortent des archives. On revoit le jeune député aux cheveux noirs, le ministre avec ses lunettes fines, le maire hilar dans un conseil municipal houleux, le prévenu ironique dans une salle d'audience, l'élu vieillissant qui plaisante sur son âge pour mieux désamorcer les questions. On montre des images aériennes d'ici, de nuit, constellées de points lumineux, comme une carte électronique géante. La juxtaposition est brutale. L'homme n'est plus, la ville, elle, continue de briller. Lors de la cérémonie d'hommage, la salle est pleine à craquer. Des élus de tous bords sont là, des anciens ministres, des parlementaires, des collègues maires, mais aussi des anonymes, des agents municipaux, des bénévoles associatifs. Sur le parvis, certains suivent la cérémonie sur des écrans géants. Ironie ultime pour celui qui a tant misé sur le numérique. Même, sa mémoire déjà circule par flux, le rival historique, ou plutôt son héritier politique, est présent lui aussi. Il se tient dans un coin, le visage fermé, conscient qu'en ce jour précis, il serait indécent de rappeler les batailles, les attaques, les contentieux. Mais au fond de lui, une autre pensée, plus froide, s'insinue. À partir de maintenant, le terrain est libre. La lutte commence vraiment. Ce qu'il ignore, c'est qu'une autre bataille se déroule en silence. Pas contre lui, mais contre l'oubli. Dans les semaines qui suivent, on ne se contente pas de pleurer le maire disparu, on évalue son héritage. On mesure, chiffres à l'appui, la mutation d'Issy-les-Moulineaux en 45 ans, le nombre d'emplois créés, la baisse du chômage, l'augmentation de la population, la diversification des activités économiques, la place du numérique dans les services publics. Des urbanistes citent la ville comme un cas d'école. Des politologues analysent la longévité politique de Santini comme un phénomène rare, à mi-chemin entre maîtrise du terrain et intelligence des alliances nationales. Mais, au-delà des statistiques, un autre héritage apparaît, moins mesurable. Une méthode, cette façon de ne jamais opposer l'humour à la rigueur, de manier l'autodérision comme un bouclier, de considérer la modernisation comme une aventure collective plutôt que comme un slogan. Cette manière aussi de transformer la politique locale en roman vivant, où chaque habitant, potentiellement, a un rôle, une réplique, une place. La question qui plane alors, comme un fil tendu entre le passé et l'avenir, est simple et vertigineuse. Issy-les-Moulineaux restera-t-elle la ville de Santini, ou deviendra-t-elle enfin elle-même? Autrement dit, son œuvre sera-t-elle un tremplin ou une prison pour ceux qui viennent après? Le temps répondra, lentement. Mais une chose est déjà visible, presque palpable, dans ces jours de deuil et de bilan. On ne parle plus seulement de l'homme, ni même seulement de la ville. On parle d'un certain rapport au pouvoir, à la durée, au risque. La preuve vivante qu'on peut être enraciné dans un territoire sans cesser de regarder loin, qu'on peut tenir un mandat presque un demi-siècle sans se contenter de gérer, qu'on peut subir procès, attaques, campagnes de dénigrement. Et continuer à plaisanter, à signer, à inventer,
Un soir, alors que la ville retrouve peu à peu son rythme, un agent municipal ferme les lumières d'une salle où l'on a déroulé des plans pour le prochain grand projet urbain. Sur la table, une maquette blanche représente un futur quartier, avec ses immeubles, ses jardins, ses rues à tracer. Il reste là un instant à la regarder, et on pourrait presque entendre dans ce silence la voix d'André Santini murmurer « Allez, on continue, on n'a jamais fini ». La caméra pourrait alors s'élever, dévoilant la ville entière, ses toits anciens et ses tours de verre, la Seine qui la borde comme, une phrase qui recommence, les tramways qui la traversent comme des lignes de code. Et, quelque part, dans ce paysage, une place sans statue, mais avec une inscription discrète, assez simple pour qu'on la lise en passant, sans s'arrêter. Ici, pendant près d'un demi-siècle, un homme a pris le risque de croire que l'avenir pouvait se construire dans une mairie de banlieue. Le reste, désormais, appartient à ceux qui marcheront sur ces trottoirs, traverseront ces ponts, ouvriront ces écrans. À eux de prouver que l'héritage n'est pas un musée, mais une invitation,